Ok, alors bonjour et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci aussi surtout à Colette et Frédéric d'avoir organisé tout ça. Je suis très contente d'être là et pouvoir parler de la littérature anglaise à vous et j'espère il vous sera intéressante justement parce que on va parler d'une littérature qui est liée aux arts visuels. OK? Donc, le titre, comme vous voyez, c'est une peinture parlante, l'ekphrasis dans la littérature anglaise. OK, donc, voilà. En fait, c'est un peu compliqué avec tout ça. Mais bon, peut-être je vais m'asseoir à un moment donné. OK, donc la poésie est une peinture parlante. La peinture, une poésie muette. Cette idée, attribuée par Plutarque au poète lyrique grec Simonide de Séos, est une idée similaire, exprimée de manière plus succincte et encore plus célèbre par Horace dans son Ars Poetica ut Pictura Poesis comme l'art, la poésie. Et là, on voit une peinture de Calliope, muse de l'éloquence, aussi considérée la muse de la poésie d'épopée. Okay. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi là. OK. Et nous voyons que dans la tradition européenne, la relation intermédiaire, c'est-à-dire entre l'art et le texte, particulier entre les arts visuels et la littérature, existe depuis les Grecs anciens. En effet, la prédominance de la civilisation classique dans l'élaboration de l'art et de la pensée européenne a assuré sa pertinence jusqu'à aujourd'hui. Donc, mon intervention aujourd'hui portera sur ce lien particulier dans la tradition littéraire anglaise et plus particulièrement sur le fruit de cette relation entre l'art et le texte, l'ekphrasis. En fait, pardon, je vais juste lancer le stopwatch pour être sûr que je ne vais pas trop dépasser la limite de temps. Voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un ekphrasis? Donc, le mot vient du grec, via latin, et ex c'est dehors, hors de, et phrasein, raconter, expliquer. Et les deux ensemble voulaient dire à la base description. Mais évidemment, ce n'est pas le sens, le mot ekphrasis en français, en anglais, ne veut plus dire simplement description. Et en fait, voilà, Oxford English Dictionary le définit comme un procédé littéraire dans lequel une peinture, une sculpture ou une autre œuvre d'art visuel est décrite en détail. J'ai regardé un peu Larousse aussi, mais il n'y avait pas une définition toute courte, donc voilà, j'ai pris la version anglaise. Les théoriciens citent souvent la définition chez l'université James Heffernan dans son Museum of Words, musée des mots, comme la représentation verbale de représentation visuelle. Comme Hefferman le reconnaît volontiers, le terme implique une représentation qui est bien plus qu'une simple description. Le catalogue d'une peinture, par exemple, ne peut être qualifié d'ekphrasis, même s'il s'agit bien d'une description d'une œuvre d'art. Quelle est donc cette qualité particulière? Donc, je pense qu'il convient ici de se tourner vers l'œuvre qui est traditionnellement désignée comme la première ekphrasis. Là, certes, on peut trouver les textes sur les œuvres d'art avant, dans l'épopée de Gilgamesh, par exemple, qui était bien avant l'Iliade de Homer, pardon. Je suis plus habituée de le prononcer en anglais. Mais néanmoins, le point de départ est considéré le bouclier d'Achille dans l'Iliade. Donc, la description est dans le livre 18 et comme c'est écrit,
On estime que c'était composé vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est bien dans le passé, là. Le bouclier a été façonné par le dieu de la forge lui-même, Héphaïstos, à la demande de Thétis, la mère d'Achille. Et là, je vais lire, parce que c'est trop important. Il fit d'abord un bouclier grand et solide, aux ornements variés, avec un contour triple et resplendissant, et une attache d'argent. Il mit 5 bandes au bouclier, et il y traça dans son intelligence une multitude d'images. Et en fait, la description est très, très longue. Donc, j'ai pris juste quelques parties là. Et au début, ça commence comme ça, avec une description physique d'objets. Et puis, il y a une description de ce qui est représenté sur le bouclier. Puis, Héphaïstos représenta un troupeau de bœufs aux grandes cornes. Et il était fait d'or et de thym. Et hors de l'étable, en mugissant, il allait au pâturage, le long du fleuve sonore qui abondait en roseaux. Et 4 bergères d'or conduisaient le bœuf, et 9 chiens rapides le suivaient. Et voici que 2 lions horribles saisissaient, en tête de vache, un taureau beuglant, et il était entraîné, poussant de longs mugissements. Puis l'illustre boiteux de 2 pieds, ça c'est Héphaïstos, représenta un chœur de danse, et celle-ci portait des robes légères, et ceux-là de tuniques finement tissées, qui brillaient comme de l'huile. Elle portait de belles couronnes, et il avait des épées d'or suspendues à des baudriers d'argent. Et habilement, il dansait en rond avec rapidité, comme la rue que le potier, assis au travail, s'encourait sous sa main. Il tournait ainsi en s'enlaçant par dessins variés, et la foule charmée se pressait autour, et 12 sauteurs qui chantaient bondissaient eux-mêmes au milieu du chœur. Donc, c'est, comme vous voyez, hein, je pense, c'est bien plus qu'une simple description d'un objet inanimé quand même. En effet, le mot inanimé semble curieusement inapproprié pour le bouclier d'Achille. Ce qui est extraordinaire dans cette description, c'est justement ce sens de mouvement, le sens de mouvement ici, sa vivacité. Et au fil de la lecture, on oublie en fait qu'il s'agit d'un bouclier, surtout aussi parce que c'est beaucoup plus long que ça. Et on est absorbé par la réalité des scènes de la représentation visuelle. Le bouclier que l'on disait inanimé prend vie. L'ekphrasis n'est donc pas une description, mais plutôt la représentation de l'expérience d'une œuvre d'art. Il s'agit de la voir à travers les mots et de s'y perdre. Les mots deviennent le support de l'expérience d'art, de l'art. La poésie est une peinture parlante. Mais la peinture, ou plutôt l'art visuel en général, est aussi une poésie muette. Cette relation entre la poésie et l'art n'est pas simplement un amour non partagé, mais plutôt une relation réciproque. Pour rester sur l'exemple du bouclier d'Achille, voici quelques exemples d'ekphrasis inversées, la représentation visuelle d'une représentation verbale, une représentation verbale qui parle d'une œuvre d'art. Donc, il y a tout un échange là. OK. Et donc, il y a deux. Un, c'est un dessin, l'autre, ils ont réalisé comme objet. Et là, c'est mon préféré, c'est celui d'Alessandro Romano. Et là, dans le détail, vous pouvez voir cette partie que j'ai citée tout à l'heure. Et voici que du lion aurait saisissé en tête de vache, etc. Et vous voyez le sens du mouvement aussi retranscrit sur le métal. Et du coup, on voit ici un dialogue à travers les siècles entre la poésie et les arts visuels. Donc, venons enfin à la littérature anglaise. Je suis spécialiste en littérature anglaise quand même. Juste avant que je me lance, je précise que par littérature anglaise, je n'ai certainement pas la prétention de faire un exposé sur l'ekphrasis dans la littérature anglophone de tous les pays anglophones.
Donc voilà, ça c'est évidemment pas possible. Et je me focalise surtout sur la littérature transatlantique, c'est-à-dire Angleterre, un peu des États-Unis. À la fin, on va juste visiter Jamaïque un petit peu. Mais voilà, je vais pas. Donc ce n'est pas complète, évidemment. C'est pas possible dans une heure. Donc, je me focalise sur des choses que je connais un peu. Les mots ekphrasis, c'est naturalisé dans la langue anglaise vers le XVIIIe siècle, à peu près. C'est difficile à fixer, mais à peu près à ce moment-là. Et c'était plutôt au XIXe siècle que l'on trouve une conscience forte de l'ekphrasis en tant que forme littéraire. Cependant, il existe bien sûr de nombreuses représentations textuelles vivantes des arts visuels avant cet âge d'or d'ekphrasis. On va commencer avec un des écrivains les plus connus du Moyen-Âge, Geoffrey Chaucer, qui a écrit The Canterbury Tales, le conte de Canterbury. Et ça, c'était écrit au XIVe siècle. Il est l'écrivain, enfin, certainement le plus célèbre en littérature anglaise du Moyen-Âge. C'est une œuvre inachevée composée de 24 contes dont la trame narrative est qu'il y avait un groupe hétérogène de pèlerins qui se trouvent à voyager ensemble à Canterbury. Où un archevêque a été martyrisé dans le passé. Et chacun doit raconter une histoire pour passer le temps. Et dans The Knight's Tale, le conte du chevalier, nous trouvons une description d'un temple de Mars qui porte sur son mur une fresque représentant un autre temple légendaire. Donc, c'est-à-dire, dans le conte, il y a un temple, et sur le mur de ce temple, il y a une fresque, une peinture d'un temple légendaire. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis cette image pour, voilà, ça c'est un temple aussi. Et cette peinture fresque d'un temple est décrite en détail. Donc, pas le temple lui-même, mais la fresque de notre temple est décrite en détail. Et là, il se passe quelque chose de très curieux. Le chevalier qui raconte l'histoire emmène le lecteur à l'intérieur de la fresque du temple, alors que le temple est censé être une image en 2 dimensions. Donc, c'est impossible, évidemment. Et comme le dit le critique Andrew James Johnston, et évidemment, j'ai traduit là, alors que le regard du lecteur est ainsi dirigé de manière impossible à l'intérieur du temple, le narrateur lui-même, le chevalier, semble perdre le contrôle de son pouvoir de narration, se référant aux images comme s'il les avait vues lui-même. There saw I, là j'ai vu, il dit. Donc la véracité de l'ekphrasis est donc ici poussée à l'extrême. Johnston y voit un proto-exemple du paragone, là, ou paragone en français. Et ça, c'est, comme c'est écrit, une comparaison entre 2 arts. Et c'était un débat intellectuel et artistique qui a débuté vers le XVe siècle pendant la Renaissance italienne. Donc, un camp défendait la supériorité de la sculpture et l'autre la supériorité de la peinture. Et le débat sur la peinture et la poésie était aussi un débat concomitant, même si ce n'était pas le paragone le plus connu. Donc, tout en suggérant que cela implique une perte de contrôle narratif de la part du chevalier, Johnston affirme également que, paradoxalement, Chaucer en tant que poète, et je cite, semble revendiquer la victoire de l'art verbal dans la mesure où il dépeint verbalement une image que, en termes purement physiques, aucun œil humain ne serait jamais capable de voir. Comme des fresques censées se trouver à l'intérieur d'un bâtiment, n'existant que sous la forme d'une peinture bidimensionnelle. Donc, on peut donc voir dans l'ekphrasis non seulement une histoire d'amour,
entre les mots et de l'image, mais aussi une rivalité dans l'art de donner vie à quelque chose. C'est qui est plus doué pour ça, en fait. C'est ça la question. Donc, l'exemple curieux du conte d'hiver de Shakespeare, donc on va passer à Shakespeare là, est une illustration littérale de cet art de donner vie. Cette pièce est souvent classée comme n'étant ni une tragédie, ni une comédie, ni une histoire, mais une romance, ce qui est une catégorie théâtrale inventée par un critique nommé Edward Dowden pour Shakespeare, pour prendre en compte les caractéristiques assez inhabituelles de ces pièces-là. Et les romances, l'action se déroule généralement sur quelques décennies et dans plus de royaumes. En outre, malgré ce que l'on pourrait après appeler une fin heureuse, entre guillemets, les pièces ont un ton mélancolique. Et nombre d'entre elles abordent les thèmes de la perte et du péché et de la réconciliation et la rédemption après de longues souffrances. Donc, je vais juste résumer très vite fait l'intrigue un peu. Ça commence lorsque le roi Léon de Sicile soupçonne à tort que sa reine enceinte a une liaison avec son ami, le roi Polyxène de Bohême. Il ordonne à Camillo, un seigneur, d'empoisonner Polyxène. C'est une solution, hein? Mais Camillo l'informe du complot et s'enfuit avec lui en Bohême. Léon accuse alors publiquement sa femme, Hermione, d'infidélité et la jette en prison. La naissance d'une petite fille, loin d'apaiser sa colère, le pousse à ordonner l'abandon de cet enfant. Et le seigneur chargé de cette tâche a un peu du mal de le faire, ce qui se comprend. Et quand même, il la laisse sur la côte de Bohême. D'ailleurs, la côte de Bohême n'existe pas. La Bohême était située, c'est un royaume qui était situé à l'emplacement actuel de la République tchèque et c'est un espace enclavé. Donc, il n'y a pas de côte de Bohême, mais bon, Shakespeare était un grand génie, mais il n'était pas géographe. Donc, voilà, on va le pardonner. Peu après, Paulina, la fidèle amie d'Hermione, annonce sa mort. Léon se répand soudainement amèrement de ses actes et la pleure pendant les 16 années qui suivent. Pendant ce temps, le bébé abandonné, Perdita, donc on voit bien qu'elle a été perdue, vit comme la fille adoptive d'un humble berger en Bohême où les fils de Polyxène tombent amoureux d'elle. Polyxène n'est pas très content avec ça. En fait, il est très en colère parce qu'il trouve que cette union est inappropriée. Divers événements s'en suivent, je ne vais pas tout raconter, mais les protagonistes sont finalement réunis dans une scène de repentir, de réconciliation et d'union. Ils visitent alors la maison de Paulina, où ils trouvent une statue d'Hermione merveilleusement vivante. Léon est très ému et s'exclame devant l'œuvre. Qui est-ce qui a fait cela? Voyez, monseigneur, ne croirez-vous pas que cela respire et que ces veines contiennent vraiment du sang? Et Polyxène dit, c'est fait magistralement, la vie même semble toute chaude sur ses lèvres, la fixité de ses regards à je ne sais quel mouvement, suprême moquerie de l'art. Donc, en fait, je pense que vous pouvez deviner, la statue n'est pas une statue, mais Hermione elle-même. Elle n'est pas morte, après tout, et, entre guillemets, revenant à la vie, elle se réconcilie avec un Léon joyeux et contrit. Nous avons donc un cas étrange d'écriture ekphrastique qui, techniquement parlant, n'est pas un ekphrasis. Le principe central de l'ekphrasis, à savoir une description vivante, animée et réaliste, devient littéral. Il existe ici une relation évidente avec le mythe grec de la Galatée de Pygmalion. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est où le sculpteur Pygmalion tombe amoureux de sa propre création, une sculpture d'une femme.
Et la déesse Aphrodite a un peu de pitié pour lui et elle, du coup, elle met la sculpture en vie. Et là, dans le conte d'hiver, l'arrivée à la vie de la statue n'est pas un miracle proprement parlant, ce n'est pas le fruit d'une intervention divine, mais quand même, ça implique une sorte de miracle, un miracle de pardon, de miséricorde et de réconciliation dans une situation qui avait l'air désespérante. En outre, nous pouvons voir dans ce moment la magie du théâtre. Comme le critique Leonard Barkan le dit dans son article Making Pictures Speak, faire parler les images, c'est à ce moment-là que le rêve central de tout ekphrasis peut enfin être réalisé, à savoir que l'œuvre d'art est si réelle qu'elle pourrait presque prendre vie. Le théâtre enlève le presque. C'est, selon lui, la célébration par Shakespeare du, et je cite, drame en tant qu'image parlante. Donc voilà, c'est le moment de Shakespeare. Pour la littérature anglaise, je pense que c'était un peu nécessaire. Malheureusement, par manque de temps, nous sautons quelques siècles, mais une relation tout aussi étrange et complexe entre la vie, l'art visuel et la littérature se retrouve dans certaines œuvres gothiques du 19e siècle. Et là, c'est le portrait ovale d'Edgar Allan Poe. Donc, j'ai dit, il y a un peu de la littérature américaine. Et c'est une très, très courte histoire, ça fait 12 pages à peu près, dans laquelle un voyageur passe une nuit dans un château abandonné. Et il est profondément... Merci. Oui, en fait, je ne disais pas à ce moment-là. Oui, c'est pour ça que je me suis perdue. Oui, et du coup, il est profondément impressionné par le portrait ovale qu'il trouve d'une jeune fille, d'une jeune femme. Et puis, il trouve un volume où dedans, il y a des descriptions de chaque tableau dans le château. Et il lit l'histoire de la jeune fille d'une très rare beauté qui a épousé un peintre du grand renom, de grand renom, pardon. Le peintre décide un jour de faire son portrait. Et malheureusement, alors qu'elle est assise pour le tableau, elle commence à dépérir. Et là, je vous lis. Donc, c'était la traduction de Charles Baudelaire. C'est pour ça qu'en fait, Edgar Allan Poe, il a une réputation peut-être encore plus grande en France que dans les pays anglophones. Enfin, il est très, très renommé dans les pays anglophones aussi, mais voilà, enfin, Baudelaire était un très grand fan. Mais à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail et détournait rarement ses yeux de la toile, même pour regarder la figure de sa femme. Il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il était sur la toile étaient tirées des yeux de celle qui était assise près de lui. Et combien de ses mains furent passées et qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, rien qu'une puce sur la bouche, un glacis sur l'œil. L'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé. Et pendant un moment, le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais une minute après, comme il contemplait encore, il trembla. Il fut frappé d'effroi, et criant d'une voix éclatante, « En vérité, c'est la vie elle-même !» Il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte. Donc, nous trouvons ici une tournure gothique et surnaturelle de l'ekphrasis en tant qu'œuvre vive. Si Aristote définit l'œuvre d'art comme la mimesis, c'est-à-dire l'imitation de la vie, Poe en présente une perversion macabre. L'œuvre d'art ôte la vie à son propre sujet.
Donc, alors que Shakespeare jouait avec la forme de l'ekphrasis en écrivant sur un statue qui n'est pas un statue, mais une femme vivante, Poe présente à son lecteur une sorte de sombre inversion. Barken, comme j'ai cité tout à l'heure, suggère que le théâtre enlève le presque du rêve d'une œuvre d'art si réelle qu'il prenne vie. Voilà. Mais le théâtre reste néanmoins une représentation de l'art en vie. Traditionnellement, avant le modernisme et l'abstrait, nous avons souvent loué l'art visuel pour son caractère réaliste, comme il pourrait presque prendre vie. Bah, évidemment, les œuvres que vous faites ici, c'est plus ce genre de l'art, mais dans le passé, c'était un des compliments, des louages le plus fréquents. Mais la littérature gothique imagine la réalisation de cette idée d'une façon littérale, et en le faisant, elle souligne à quel point ce serait en fait horrifiant. Une peinture est merveilleuse si on peut croire, on peut imaginer qu'elle peut bouger à n'importe quel moment, mais si contre toutes les lois de nature, ça bouge vraiment, là, on est dans le domaine de l'horreur, non? C'est une peinture qui bouge et tout ça, c'est clairement un motif gothique. Donc, le presque est alors nécessaire, le presque, c'est nécessaire. Et la forme de l'ekphrasie se rapproche constamment de ces rêves centrales, comme dit Barken, mais en l'atteignant, le rêve peut tourner au cauchemar. Et c'est justement ça que la littérature gothique exploite. Donc, du même, dans le portrait de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray en anglais, d'Oscar Wilde, nous trouvons également une antimimésis. Bien qu'il ne soit pas le premier à le suggérer, Wilde est le partisan le plus connu de l'idée selon laquelle la vie imite l'art bien plus que l'art imite la vie, pardon. Son roman pourrait être lu comme une réalisation gothique de cet aphorisme. Le portrait central de Dorian Gray prend surnaturellement les ravages de l'âge et du péché à la place de son sujet, tandis que Dorian conserve l'apparence de l'innocente jeunesse dorée qui était dépeinte sur le tableau. Lorsque Dorian réalise que son souhait impétueux de voir le portrait vieillir à sa place s'est concrétisé, il met une couverture sur le tableau qu'il imagine, qu'il suppose a peut-être servi autrefois comme un drap funéraire. Les relations entre l'art, la vie, la mort et l'âme deviennent ainsi de plus en plus confuses et troublantes. Le roman, en fait, ce qui est intéressant est que le roman montre clairement que même si une ekphrasis peut être une représentation verbale de représentation visuelle, comme on dit, sa nature vivante ne doit pas nécessairement impliquer une description détaillée de l'apparence concrète et physique. Donc, c'est-à-dire les innombrables, pardon, c'est un mot difficile à dire, adaptation du roman à l'écran révèle une grande diversité dans l'apparence du tableau en question. Et en effet, il est surprenant de réaliser après avoir lu le roman, je ne sais pas combien de fois, qu'il y a très très peu de descriptions physiques en fait. On ne sait pratiquement rien sur la couleur de la peinture, de la pose de Dorian, la composition du tableau, tout ça. En fait, on n'a pas beaucoup d'informations du tout. Et le tableau, en fait, est principalement décrit à travers de l'effet qu'il a sur les émotions de Dorian. Donc, ça laisse au lecteur le soin d'imaginer les détails de la beauté initiale du portrait et de sa progressive et horrible dégénérescence. En fait, ça, c'est beaucoup plus efficace, je pense, parce que le problème, je trouve, avec toutes les adaptations, finalement, c'est que
on peut lire que Dorian Gray est extrêmement beau, il est l'idéal de la beauté pour l'artiste, mais si la personne sur l'écran n'est pas, à nos yeux, très beau, ben, c'est un peu difficile. En plus, les tableaux, une fois que ça commence à dégénérer, c'est considéré quelque chose d'extrêmement horrifiant, terrifiant. Mais si le tableau qu'on voit sur l'écran ne nous terrifie pas, c'est compliqué. Donc, on voit aussi les limites de l'anti-ekphrasis, l'ekphrasis inversée. Et là, vous voyez, ça c'est la version de 1945. Et là, la version télévisée, il est à 6. Ouais, c'est pas écrit s'il est à 6 au début même. Et là, une autre version. Et ça, c'est la version la plus récente, je crois. Enfin, peut-être il y a d'autres après, mais ça, c'est la plus connue qui est récente. Et là aussi, on voit une différence. Et en fait, Oliver Parker, il a fait en sorte d'exploiter un peu le médium du film en faisant en sorte que la peinture dégénérée, ça bouge de tableaux. C'est pas que ça juste ça dégénère, mais aussi ça prend vie littéralement, ça bouge du tableau et tout ça, qui n'est pas dans le roman. OK. Alors, donc, comme dans le portrait ovale de Poe, le tableau semble saper l'âme de Dorian jusqu'à ce que ce soit lui qui soit l'image irréelle et les tableaux qui soient son véritable moi. La descente de Dorian dans la corruption, qui culmine avec le meurtre d'un ami, semble être le résultat direct, quoique nébuleux, de sa capacité à se cacher derrière sa beauté figée, fixée à ce moment de joie que l'art était censé immortaliser. Donc, le portrait de Dorian Gray est un roman gothique, mais en fait, c'est voilà, je vais maintenant parler de l'ekphrasis et l'idolâtrie. C'est aussi un roman queer avec de fortes connotations homosexuelles qui n'ont pas échappé aux critiques contemporaines. Oscar Wilde était lui-même gay et a été condamné à une peine de prison de 2 ans. Donc, il était vraiment une des victimes les plus connues de mœurs victoriennes. Et ce qui est très étrange et triste, c'est que des passages du roman Le portrait de Dorian Gray ont même été lus lors de son procès et étaient utilisés contre lui. Donc, vous voyez jusqu'à quel point il y a un sous-texte, enfin, c'est même pas un sous-texte, mais voilà, un sous-texte gay. Donc, malheureusement, la chute de Wilde et son séjour en prison ont ruiné sa santé physique et mentale et il est mort seulement 3 ans après sa libération, à l'âge de 46 ans. Donc, il était très jeune quand il est mort. Wilde est donc considéré un personnage historique important pour la communauté LGBTQ. Et donc, là, pourquoi est-ce que c'est considéré un roman queer? Ce n'est pas seulement parce que c'était écrit par Wilde, mais dans le roman, Basil Hallward, l'artiste qui peint le portrait de Dorian, éprouve de forts sentiments romantiques à son égard. Enfin, c'est un amour obsessionnel. Dorian est sa muse et son idéal. Vous deveniez pour moi la visible incarnation de cet idéal jamais vu, dont la pensée nous hante, nous autres artistes, comme un rêve exquis, il dit. Voilà, donc, en outre, Basile décrit son ardeur pour Dorian comme de l'adoration et de l'idolâtrie. Okay? Car pour lui, Dorian est la perfection incarnée. Bien que le mot soit aujourd'hui utilisé, le mot idolâtrie est utilisé pour suggérer une admiration obsessionnelle, le sens premier de l'idolâtrie implique bien plus que cela. Il y a une signification très forte religieuse.
Donc, dans les religions abrahamiques, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam, l'idolâtrie est l'acte blasphématoire d'adorer une image. Donc, eidolon est image ou représentation et latreia, adoration. Donc, en fait, le mot idolâtrie veut littéralement dire adoration d'une image. Et c'est même dans les 10 commandements comme interdiction, comme vous voyez là. Donc, en tant qu'artiste et homme obsédé avec un amour qui va le détruire à un moment donné, Basile porte sur Dorian un regard presque littéralement objectivant, le considérant comme une série d'images, chacune étant une idole à vénérer. Donc là, je vais lire. Désolée pour mon accent français, mais j'ai pensé que c'est mieux de lire en traduction. Je vous avais dessiné un berger Paris, revêtu d'une délicate armure, en Adonis armé d'une épée polie et un costume de chasseur. Excusez-moi. Couronné de lourdes fleurs de lotus, vous aviez posé sur la proue de la trième d'Adrien, regardant au-delà d'une île verte et bourbeux. Vous vous étiez penché sur l'étendue limpide d'un paysage grec, mirant dans l'argent des eaux silencieuses, la merveille de votre propre visage. Ça, c'est évidemment Narcisse, et c'est pour ça que j'ai mis Narcisse de Caravage là. Et tout cela avait été ce que l'art pouvait être, de l'inconscience, de l'idéal, de l'à peu près. Un jour fatal auquel je pense quelquefois, j'ai résolu de peindre un splendide portrait de vous tel que vous êtes maintenant. Non dans les coutumes des temps révolus, mais dans vos propres vêtements et dans votre propre époque. Fût-ce le réalisme du sujet ou la simple idée de votre propre personnalité, se présentant ainsi à moi sans entour et sans voile, je ne puis le dire. Mais je sais que pendant que j'y travaillais, chaque coup de pinceau, chaque touche de couleur me semblait révéler mon secret. Je m'effrayais que chacun peut connaître mon idolâtrie. Ainsi, le sens plus moderne d'idolâtrie se superpose au sens blasphématoire. La vénération idolâtre que Basile voue à Dorian ouvre donc également la voie à la soumission de Dorian à sa propre image, à sa volonté de donner son âme en échange de l'image exquise qu'il s'est fait de sa jeunesse. L'art visuel est donc conçu ici comme extrêmement puissant, avec un potentiel de corruption par sa beauté. C'est la permanence immuable de la beauté de l'art, par opposition à la beauté bien trop éphémère de la jeunesse, qui provoque la chute de Dorian. Alors, cela m'amène à la section suivante qui traite rare pardon, de l'ekphrasis et de la manière dont il y a un certain rapport au temps. C'est une forme qui se prête à la contemplation de temps, de la nature de temps. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, tout d'abord, on va tourner vers un poème qui est peut-être le poème, l'ekphrasis, pardon, le plus connu en anglais. Et ça, c'est l'Ode to a Grecian urn, ok? C'est plus facile comme ça. L'Ode à l'heure en grec, qui a été écrit en 1819 de John Keats. Et comme vous pouvez voir par sa date de naissance et de sa mort, il est mort très très jeune, à l'âge de 24 ans. Mais il est devenu quand même un des poètes les plus célèbres de la littérature anglaise. Donc, je ne sais pas combien de temps vous avez, hein, il vous reste pour devenir un des poètes le plus connus en français, mais voilà. Moi, c'est trop tard. Bon,
Donc, lors d'un langue grecque, c'est une ekphrasis d'une langue grecque imaginée. Okay? Donc, ce n'est pas un langue grec qui existe, mais l'orne était inspiré par diverses œuvres d'art de la Grèce antique, y compris ces deux vases. Et là, vous voyez le croquis de Keats de la vase de Sosybos. Donc, on sait bien qu'il s'est intéressé profondément. Euh, il y a aussi, on voit aussi dans le poème les traces de la frise du Parthénon, qui a été rapportée de Grèce par un noble britannique, Lord Elgin, puis conservée au British Museum au début du 19e siècle. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est la source de gros problèmes politiques et diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Grèce, parce que c'est là encore. Euh, et aussi, est-ce que c'était légal ou non, etc. Mais même en mettant ça à côté, les actions de Lord Elgin ont été critiquées même à l'âge contemporain par certains Anglais, y compris le poète Lord Byron, qui l'a accusé de vandalisme. Et je pense qu'il a bien raison, ils ont enlevé les frises quand même. Mais bref. Euh, Oups, ah oui, voilà. Donc, mais voilà, c'était quelque chose qui s'est passé et ça crée encore des problèmes entre les deux pays. Donc, dans la première strophe du poème, le narrateur anthropomorphise l'urne et s'adresse directement à elle, comme c'est une femme. À la fois comme, en fait, une fiancée encore vierge du repos, fille du silence, du temps patient, est un sylvestre historien qui sait exprimer mieux que nous l'harmonie d'un conte fleuri. Donc, mieux que nous, donc mieux que Keats. On pourrait considérer ce poème donc comme une sorte d'anti-paragone, un paragone modeste. Donc, au lieu d'un poète qui défend la supériorité de son art, il suggère ici que l'art visuel est supérieur à ses vers, ainsi qu'à la musique. Et là, voilà. Les mélodies que l'on ne perçoit pas sont plus douces à leur douce flûte jouée, non pour l'oreille sensuelle, mais pour l'esprit plus élevé, jouer des airs inaudibles aux humains. Et faible sous les arbres, tu ne peux interrompre ton chant. Les arbres ne perdront pas leurs feuilles. À mon hardi, ton baiser restera suspendu. Et pourtant, tu es si près du bout. Oh, ne souffre pas, elle ne se flétrira jamais. Même si ton bonheur t'échappe, toujours tu l'aimeras, toujours elle sera belle. Donc, l'imitation de la réalité telle qu'elle est représentée sur cette urne grecque est supérieure à la réalité, apparemment. Aucune musique, du coup, que nous percevons avec notre oreille sensuelle, c'est-à-dire les vraies oreilles, ne pourrait égaler la perfection de la musique dans notre imagination. Quand quelqu'un nous dit que c'est la musique la plus merveilleuse du monde, vous pouvez imaginer ça mais une fois que vous l'écoutez, ça dépend à votre goût, voilà, et tout. Donc, les jeunes amoureux aussi seront aussi toujours dans ce moment merveilleux juste avant le baiser. Ils ne connaîtront jamais les douleurs de l'amour, ni ne verront leur ardeur se refroidir. Là, je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il continue avec les idées d'un moment figé, un moment figé dans sa beauté, qui est très heureux. Et là, la répétition insistante du mot heureux commence ici à devenir troublante, je trouve. Donc,
amour plus heureux, heureux mélodiste, amour plus heureux encore, oh combien plus heureux. Et c'est encore plus répétitif en anglais, en fait. Happy, 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 happy. C'est très, très... il y a beaucoup beaucoup ce mot. Et à un moment donné, je pense que même sans jamais rien dire d'explicite, euh, il y a quand même un commencement de malaise, je trouve, avec cette idée de la fausseté, en fait, de ce printemps permanent. Ce n'est pas normal pour les arbres de ne perdre jamais les feuilles. Et est-ce que c'est vraiment le bonheur d'être figé dans le temps et de ne jamais atteindre le baiser, même si ça veut dire que vous n'allez jamais souffrir les douleurs d'amour non plus? Donc, ce sentiment de malaise est encore plus évident en fait dans la strophe suivante qui décrit une autre scène sur l'Orne, un rite religieux où les habitants de la ville conduisent vers un temple à l'extérieur de la ville un génisse qui hurle vers les cieux. Et là, on voit l'influence de la frise de Parthenon. Okay. Ça, c'est la partie qui l'a inspiré. Et puis, il imagine que la ville est vidée de ses habitants parce qu'ils sont allés ailleurs pour faire cette rite, ce sacrifice. Au village, tes rues pour toujours seront silencieuses et pas une âme ne nous dira pourquoi la vie t'a déserté. Néanmoins, Keats ne s'engage pas dans la voie évidente et facile qui consisterait à suggérer que l'impermanence est nécessaire à la beauté et la joie véritable. Ça serait un peu trop facile. Keats a perdu de nombreux membres de sa famille à cause de la tuberculose et il en mourra lui-même à l'âge de 24 ans quand même. Donc, nous pouvons imaginer qu'il était un homme qui ne connaissait que trop bien le désir d'arrêter le temps et de rester dans un moment, un beau moment. Donc, en fait, au lieu de juste dire, ah oui, en fait, le temps devrait passer pour la vraie beauté, etc. Dans le poème, cet homme représente, dans sa fixité, une consolation pour l'humanité qui est contrainte d'exister dans les vicissitudes du temps. Ô forme arctique, belle courbe, brodée de motifs d'hommes et de vierges de marbre, de branches épaisses et d'herbes foulées. Ô toi, forme silencieuse, tu excèdes le figurable comme l'éternité, pastorale de glace. Quand l'âge perdra ma génération, tu perdureras parmi les nouvelles douleurs d'hommes nouveaux, amis pour leur dire la beauté est vérité, la vérité est beauté, voilà tout ce que connaît l'humain et tout ce qu'il doit savoir. La grande différence entre la musique et la littérature d'une part et la peinture ou la sculpture d'autre part est la manière dont ces derniers se déroulent dans le temps. Non, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Donc, les premiers se déroulent dans le temps, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué ce que je dis là, mais on ne peut entendre que chaque moment d'une chanson. Et on ne peut lire qu'une phrase à la fois. Donc, la façon qu'on vit une œuvre d'art, c'est dans le temps. Une œuvre d'art textuelle ou musicale. Mais l'art visuel, par contre, tend à dépeindre une vision de moment qui atteint une permanence transcendantale. C'est-à-dire qu'on peut regarder, on peut tous ressentir ensemble, normalement. Donc, c'est pourquoi l'ekphrasis est une forme qui se prête particulièrement bien à la contemplation de l'éphémère et de la permanence, parce qu'elle se situe au point de rencontre entre deux formes. Une forme qui ne peut exister que dans le temps, voilà, le texte qui ne peut que exister dans le temps, et l'autre qui existe en dehors du temps.
Donc, une œuvre d'art, ce n'est pas quelque chose qui... on peut regarder le tableau entier, on peut regarder la sculpture entière. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut que être vécu petit à petit. Donc, cette caractéristique particulière de se trouver dans cette ligne de rencontre de l'ekphrasis, c'est également évoqué par T.S. Eliot dans son poème en 5 parties, Burnt Norton, en 1936, qui a d'abord été écrit comme un poème indépendant, et puis ça a été inclus dans 4 quatuors, et vous pouvez imaginer, il y a 4 poèmes là. Eliot, d'ailleurs, est un des poètes les plus importants du XXe siècle. Né aux États-Unis en 1888, il s'est installé en Angleterre en 1914 et a été naturalisé britannique. Donc voilà, on a un petit voyage transatlantique. Le titre du poème est le nom d'un manoir à Gloucestershire qu'il a visité. Et c'était cette visite et surtout le jardin de là qui a inspiré le poème. Et le poème commence par une réflexion nomique sur le temps. Peut-être je peux lire l'anglais là. Je ne sais pas si ça va. J'ai pensé c'est peut-être plus sympa. Time present and time past are both perhaps present in time future, and time future contained in time past. If all time is eternally present, all time is unredeemable. What might have been is an abstraction, remaining a perpetual possibility, only in a world of speculation. What might have been and what has been point to one end, which is always present. Footfalls echo in the memory, down the passage which we did not take, towards the door we never opened, into the rose garden. My words echo thus in your mind. Et dans la 5e et dernière section de Burnt Norton, le poème se tourne vers la contemplation d'un vase chinois et par ses biais aborde la question du temps divin. Le vase chinois d'Eliot est largement considéré comme inspiré de l'orgue grec de Keats. Parce que justement, il y a dans les deux la contemplation de temps, de l'éphémère et de la permanence. Et là aussi, je vais lire l'anglais, et surtout parce qu'il y a un jeu de mots très important qui n'existe pas en français, malheureusement. Donc voilà, mais je vais en parler. Words move, music moves, only in time, but that which is only living can only die. Words after speech reach into the silence. Only by the form, the pattern, can words or music reach the stillness, as a Chinese jar still moves perpetually in its stillness. Not the stillness of the violin while the note lasts, not that only, but the coexistence. Or say that the end precedes the beginning, and the end and the beginning were always there, before the beginning and after the end, and all is always now. Alors là, en fait, Eliot fait ici une référence au concept de temps mortel et le temps divin chez Saint-Augustin. Et on trouve ça dans le livre 11e de Confession. Saint-Augustin, également connu sous le nom d'Augustin d'Hippone, est né en 354 à Tagaste, une province romaine en Afrique du Nord qui correspond à l'Algérie actuellement. Et il est l'un des théologiens les plus connus, le plus important de la chrétienté, l'un des 4 pères de l'Église latine. Augustin fait remarquer que le passé et l'avenir n'existent que dans notre perception du présent. Donc, or, ce qui devient évident et clair, c'est que le futur et le passé ne sont point, et rigoureusement, on ne saurait admettre ces 3 temps, passé, présent et futur. Mais peut-être dira-t-on avec vérité, il y a 3 temps, le présent du passé, le présent du présent et le présent de l'avenir. Et
et juste pour expliquer un peu, c'est-à-dire que le passé et le futur n'existent pas vraiment dans le sens que ce n'est pas là, ce n'est pas concret. Ce n'est que le passé n'est que dans nos souvenirs et le futur dans notre imagination et dans l'attente. Et ça, c'est vrai. Je pense que ce n'est que chaque instant qui existe vraiment. Euh, donc, cela renvoie à l'un des nombreux paradoxes chrétiens, en fait. Le problème pour l'humain du libre arbitre et de la prédestination. Donc, c'est-à-dire, en effet, l'homme exerce son libre arbitre, apparemment, alors que Dieu connaît chacun de nos destins prédestinés. Ces deux conceptions ne sont-elles pas contradictoires? Saint Augustin, là, propose une solution, alors que nous, humains mortels, ne pouvons vivre chaque présent que successivement. Voilà, comme on lit successivement. Dieu connaît les temps différemment, car il est éternel. Donc là, on voit rien, en effet, rien qui lui fut inconnu dans la vicissitude des siècles passés ou à venir. Tout serait sous son regard. Comme ces cantiques que je chante est tout entière devant moi, car je sais ce qu'il s'en est écoulé de versets depuis le commencement et ce qu'il en reste à courir jusqu'à la fin. Ce n'est pas que le Dieu omniscient sache tout ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passera dans le futur, mais plutôt que pour lui, comme le dit Eliot, tout le temps est éternellement présent. Donc, tout le temps déroule en même temps pour Dieu. Il a une capacité divine, évidemment, il n'est pas mortel comme nous. Il a une capacité de voir chaque moment dans son entièreté dans le même moment, comme c'est le présent. Et c'est pour ça qu'il dit, vous avez connu dès le principe le ciel et la terre sans succession de connaissances, et vous avez créé dès le principe le ciel et la terre sans division d'action. Donc, à chaque instant, du coup, nous exerçons donc notre libre arbitre. Dieu est néanmoins capable de connaître nos destins prédestinés, car il ne connaît pas les temps linéaires. Donc, pour lui, le temps est divin, simultané. Donc, c'est pour ça qu'il peut savoir ce qui va passer, ce qui s'est passé, alors que dans chaque moment, on exerce notre libre arbitre. Donc, pour lui, le futur est simultanément présent et le passé aussi. Donc, en revenant à l'ekphrasis, la forme de l'ekphrasis nous permet d'approcher la compréhension de ce concept de temps, le concept de temps mortel et le temps divin. Car il s'agit d'un texte qui se déroule dans le temps, décrivant une forme qui semble exister en dehors du temps. Okay. Donc, only by the form, the pattern, je vais juste, voilà. Only by the form, the pattern can words or music reach the stillness as a Chinese jar still moves perpetually in its stillness. Okay, donc c'est la partie avec le vase chinoise. Donc les paroles, donc un vase chinois s'émeut perpétuellement dans son repos. Parce qu'on a parlé évidemment de comment dans une œuvre d'art, on a l'impression que des choses bougent, que c'est vivant. Et quand même c'est figé en même temps. Donc il y a cet mouvement perpétuel alors que c'est dans son repos. Et le jeu de mots dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le mot still. Right? Still en anglais peut dire toujours et aussi immobile. Donc, c'est l'ekphrasis qui donne à l'art l'illusion du mouvement dans la description. Évidemment, l'art peut aussi donner l'illusion du mouvement, mais les lions sur le bouclier d'Achille sont immobiles et semblent pourtant bouger. Et comme chaque instant pour Dieu, il bouge perpétuellement dans son immobilité. Il se meut perpétuellement dans son repos. Les vases chinois et le en grec tendent vers cet éternel présent divin.
Donc, la différence entre la perception humaine mortelle et la perception divine est également évoquée par le poète W.H. Auden. Mais là, je vois que c'est... je pense que malheureusement, je dois sauter une partie parce que j'ai parlé un peu trop là. Et il ne me reste que 5 minutes avant les questions. Et je veux pas. Enfin, est-ce que c'est aussi si je prends un peu plus que 5 minutes? OK. Ouais, OK. Oui. Mais quand même, je vais sauter un peu. Pas mal, voilà. Mais justement, j'ai pensé que c'est peut-être quelque chose que les gens connaissent déjà. Ouais. C'est juste que aussi, en fait, c'est que tous les écrivains que j'ai mentionnés jusqu'à présent, c'est les hommes. Et je pensais que j'aimerais quand même inclure les phrases de femmes. Et je ne veux pas laisser ça à côté parce que j'ai plus de temps. Par contre, si vous êtes vraiment intéressé, je peux vous partager cette partie oui, Bruegel's Icarus, l'Icar, la chute d'Icar de Bruegel, parce que c'est aussi un ekphrasis extrêmement connu, mais justement, c'est souvent traité dans les cours. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit, si je vais sauter quelque chose, ce serait celle-ci. Mais oui, je serais très contente de partager. Donc, si vous voulez que je vous partage ça, dites-moi à la fin. Alors, donc, comme je viens de mentionner, tous les écrivains jusqu'à présent sont des hommes. Et cela s'explique en partie par le fait que j'ai beaucoup parlé de périodes historiques antérieures au cours desquelles les femmes écrivains ont certes évidemment existé, mais étaient pour de nombreuses raisons socio-historiques évidentes, malheureusement en minorité. Non seulement est-ce qu'il était minoritaire quand il écrivait, ce n'était pas conservé autant, etc. Mais il y a aussi une autre raison possible et peut-être plus profonde, dans le sens que c'est peut-être c'est particulier à l'ekphrasis. C'est la relation de femmes avec la forme de l'ekphrasis qui implique peut-être d'autres questions complexes. Stimulée par l'affirmation de W.J. Mitchell, selon laquelle, et je cite, le traitement de l'image ekphrastique en tant que l'autre féminin est commun dans le genre. La critique Elisabeth Bergman-Loiseau résume habilement le problème comme suit. Donc, depuis Lorne Galbet de Keats, cette fiancée encore vierge du repos, en passant par les mariés intronisés de Rossetti et le Portrait of a Lady de William Carlos Williams, les praticiens de l'ekphrasis ont travaillé les tropes du poète masculin actif, contemplant l'image féminine silencieuse et passive, et s'exprimant à sa guise avec elle. Si l'ekphrasis a fonctionné de la manière décrite par Mitchell, et je pense que c'est le cas la plupart du temps, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit un terrain inhospitalier pour les femmes, en particulier au XXe siècle, époque à laquelle les femmes étaient probablement plus conscientes de cette dynamique et où l'on pouvait s'attendre à ce qu'elles se méfient davantage d'y entrer. La critique littéraire féministe et l'histoire de l'art ont certainement mis en évidence la puissante association entre le regard et l'exercice d'un pouvoir spécifiquement masculin. Donc, la politique et l'esthétique du regard sont inévitablement sexuées et genrées. Au Louvre, seules 22 femmes artistes sont représentées dans la collection, apparemment. Néanmoins, comme Loiseau s'empresse de le souligner, les ekphrasis de femmes existent bel et bien. Et au XXe siècle en particulier, nous voyons des œuvres écrites par des femmes qui, et je cite, ont trouvé dans l'ekphrasis un champ riche pour tracer, explorer et affirmer des relations différentes au monde. Et là, je vais parler de ces divers scalpels de Marianne Moore. Et c'est un poème très curieux
C'est un portrait textuel d'une femme qui peut être lu comme une parodie de l'ekphrasis, ainsi qu'une parodie de la forme du blason. C'est un poème, la blason est une forme poétique dans laquelle le poète, presque toujours un homme, énumère la beauté de chaque attribut physique d'une femme, de la tête aux pieds. C'est un catalogue. Donc, c'est une forme de poème qui incarne le regard masculin sexuel. Au XVIe siècle, c'était déjà parodié par Shakespeare, cette forme. Bon, le blason de Marianne More n'est pas conventionnel, comme vous pouvez voir. Le poème pousse la comparaison des attributs de la femme à un extrême absurde, dans lequel une métaphore enferme une autre métaphore qui en enferme une autre. Donc, tes yeux, fleurs de glace et de neige, semés par le vent déchirant sur les cordages de navires avariés, ta main levée aux signatures ambiguës, tes yeux, ces rosaces de sang sur le sol de pierre des châteaux français, méritant le respect pour lequel les guides sont si affirmatifs. Ton autre main, un faisceau de lances toutes semblables, en partie caché par des émeraudes de Perse et l'infime somptuosité des dorreries florentines, une collection de petits objets, de saphirs mis avec des émeraudes et de perles avec une pierre de lune, qu'embellissent un émail gris, jaune et bleu libellule, un citron, une poire et 3 grappes de raisin liées par un fil d'argent. Nous nous éloignons de plus en plus de l'humain pour entrer dans des descriptions minutieuses des objets qui composent la femme, mettons ainsi en scène objectivation qui devient absurde, presque grotesquement littérale. La femme devient une collection de petits objets. More supprime donc l'objectivation sexualisante du regard masculin et avec un humour ironique, la remplace avec l'objectivation, la remplace avec l'objectivation de l'anatomiste. Le scalpel est l'utile de l'artiste, mais il est aussi celui du chirurgien. Nous pourrons donc considérer que More participe avec l'humeur à un coup de type paragoné sur la visuelle, en arrachant le scalpel à l'artiste. Et dans A Superficial Reading, une lecture superficielle, c'est un poème qui a été écrit par Olive Senior en 2004. Elle met en scène un autre type de rébellion contre l'art visuel. Olive Senior est actuellement poète lauréate de la Jamaïque. Elle est métissée et ce poème s'attaque à la racine de cet héritage mixte par le biais d'une ekphrasis d'un tableau du XVIIIe siècle représentant une dame anglaise titrée et son esclave enfant noir, comme l'explique la note parenthétique précédant la première strophe. Le tableau lui-même semble être fictif, mais il existe de nombreux modèles, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a beaucoup de tableaux, de portraits, pas juste les femmes, mais de femmes aussi, avec les esclaves. Ces portraits utilisent le corps noir comme de simples accessoires, des signes de richesse exotique pour le sujet principal du portrait. Donc, Senior suggère que le peintre est complice, mettant en scène la soumission de l'enfant esclave à travers sa composition et son utilisation de la couleur. Et là, j'ai dû traduire parce qu'il n'y a pas une traduction. Tu t'agenouilles et le peintre plie la partie supérieure de ton corps en un signe, un petit triangle noir. Son toucher est léger, car tu es une page qu'elle ne peut ni lire ni écrire. Tu es un accessoire de mode, comme le collier de perles prêté pour l'occasion et qui t'enferme et sépare ta tête de ton corps. Rappelons une coupure intérieure. L'esprit ne peut jamais emporter sur le corps, car tu es sa propriété. Tu n'existes que pour la rendre plus lumineuse. Le peintre réduit l'enfant à un petit triangle noir, rappelant la raison de sa présence, un esclavagisme qui a prospéré grâce à ce que l'on appelle le commerce triangulaire. Mais Olive Senior
se sert de ces mots pour ôter ses regards, cette puissance visuelle qui enferme l'enfant et la réduit à en faire valoir une simple ombre qui souligne les jeux du clair-obscur. Le poème construit un récit au-delà de la peinture et transforme l'enfant esclave en, et je cite, la perle noire prête à être portée sur la pointe de la coquille vide. Et on peut imaginer c'est qui la coquille vide. Elle renverse ici le travail complice de l'artiste en faisant de la perle noire la pièce maîtresse, encadrée et rendue plus belle par la coquille blanche vidée. L'ekphrasis devient ici une critique, un acte de résistance contre l'œuvre d'art. La représentation verbale refuse d'être subordonnée à la politique de la représentation visuelle. Le poète peint avec ces mots une contre-narration libératrice. Comme vous avez pu le constater, je l'espère, lors de mon intervention d'aujourd'hui, l'ekphrasis est le produit de relations intermédiaires qui s'entendent sur des millénaires. Cette relation était celle de rivaux, d'ennemis, d'adorateurs et d'amants. Les résultats ont enrichi mutuellement l'art et la poésie. Ce que Simonide de Séos disait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, la poésie est une peinture parlante, restera toujours d'actualité et on dirait peut-être même en permanence transcendantale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kit. Merci à vous d'être venu. En plus, avec un balayage historique. Donc, vous avez des remarques, des questions dans le public? Enfin, moi, c'était juste, je voulais demander si, du coup, le terme ekphrasis, c'était uniquement pour la littérature anglaise ou si c'est pour tous les textes et si, du coup, en France, il y a un équivalent, tout ça. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a des équivalences. Oui, il y a beaucoup d'ekphrasis dans d'autres littératures. Même si, et même pas que européenne, même si évidemment les racines de cette idée viennent de la Grèce antique. Donc, c'est plutôt européenne. Maintenant, il y a des ekphrasis de partout. Oui, et justement, il y avait des ekphrasis. Quelqu'un d'autre pourrait très bien faire une conférence comme ça, mais avec la littérature française, oui. Une autre question? Peut-on considérer justement que le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, est-ce que ça peut être considéré comme une ekphrasis? Après, je connais pas bien l'œuvre, mais oui, enfin, je pense qu'il y avait. Donc, il y a peut-être deux sortes d'ekphrasis dans le sens qu'il y a des écrits qui ont été conçus comme ekphrasis, où le poète, l'écrivain était très conscient du fait qu'il participe dans cette tradition d'ekphrasis, comme Keats, par exemple. Mais il y a aussi beaucoup de descriptions de l'art visuel en général. Dans la littérature. Donc, et eux aussi peuvent être qualifiés de ce mot. Donc, oui. Peu de remarques, pas de questions? Non? Bon. Alors, quitte, il n'y a plus de questions, Ok. pas de remarques. Ok, bon, bah, je peux continuer un petit peu? Ouais.
Non, mais j'étais un peu triste que j'ai dû sauter. Justement, c'est dommage parce que c'est assez important comme ekphrasis. Ben, c'est très important comme ekphrasis en fait. Euh, donc, alors, donc, en fait, même avant qu'on parle de la chute d'Icare, j'ai voulu parler très vite sur un autre poème de W.H. Auden intitulé Le bouclier d'Achille. Voilà. Et c'était un hommage et aussi un reproche à l'original chez Homère. Dans sa version, Tétis s'attend à voir le genre d'images merveilleuses décrites dans l'ekphrasis originale de l'Iliade, mais au lieu de cela, elle est choquée de découvrir sur la surface des scènes de l'horreur morne et sans romantisme de la guerre contemporaine, y compris une allusion aux gardes et aux fonctionnaires autour de ce qui pourrait être un camp de concentration. Donc, les scènes décrivent la destruction par la guerre, certes, mais elles mettent surtout l'accent sur la mort des âmes impliquées. Donc, ils ont perdu leur fierté et sont morts en tant qu'hommes avant que le corps ne meure. Et la vivacité de l'ekphrasis d'Homère avec ses belles scènes de jeunes danseurs nous a captivés. Auden nous rappelle avec son ekphrasis que tout cela est écrit sur un objet de guerre. Un objet qui sera brandi par, et je cite le dernier vers de poème, Achille au cœur de fer, tueur d'hommes, qui ne vivra pas longtemps. Donc, c'est très intéressant parce que Auden il adorait la civilisation classique, mais aussi en tant que quelqu'un qui était pas totalement pacifiste, mais presque. Il avait aussi du mal avec cet aspect extrêmement qui glorifie la guerre tout le temps. Et là, le poème dans lequel Auden traite la perception humaine et divine est Musée des Beaux-Arts. Et la seconde moitié de ce court poème décrit et cite un tableau de Bruegel, c'est celui-ci. Et le tableau lui-même est une ekphrasis inversée, ou une anti-ekphrasis. C'est un tableau s'inspirant d'un texte, c'est l'histoire d'Icare telle qu'elle est racontée dans les Métamorphoses d'Ovide. Dans l'histoire, Dédale et son fils Icare sont emprisonnés par le roi Minos. Pour s'échapper, Dédale se fabrique des ailes avec des plumes d'oiseaux collées à la cire. Grâce à ces ailes, le père et le fils parviennent à voler vers la liberté. Mais Icare, dans sa jeunesse imprudente, vole trop près du soleil. Et la cire fond et il fait une chute mortelle. Et Auden s'engage ainsi dans un dialogue intermédiaire qui s'entend sur plusieurs siècles. Et ce qui est évidemment très intéressant dans ce tableau, c'est que le titre, c'est La chute d'Icare. Mais où est Icare? Il est juste là, les petits, juste là. Voilà. Oui, voilà, c'est juste au-dessous du bateau splendide. D'ailleurs, la première moitié du texte mentionne également des scènes qui rappellent d'autres tableaux de Bruegel, notamment les dénombrements de Bethléem, voilà, et les massacres des innocents. Et une chose que j'aimerais souligner sur ce tableau, c'est que l'apparence, c'est l'apparence de Pays-Bas à l'époque. Okay. Et aussi leurs tenues sont les tenues modernes, contemporaines pour Bruegel. Donc, le massacre des innocents, qui est une histoire dans la Bible, c'est comme si vous pouvez imaginer quelqu'un qui peint ou qui fait une œuvre d'art visuel qui décrit le massacre des innocents, mais à Saint-Denis de la Réunion,
avec des gens qui portent des tenues comme nous. Donc, vous imaginez jusqu'à quel point c'est choquant, en fait, que ça rappelle qu'il s'agit bien des enfants qui sont morts, des parents qui sont en deuil à cause de ça, cet événement horrible. Voilà, donc, il met le lien entre les vrais massacres qui arrivent pendant les guerres et cette récit dans la Bible. Et là, hop, du coup, je vais lire le poème. C'est tellement superbe, ce poème. Sur la souffrance, il ne se trompait jamais, le vieux maître. Comme il comprenait bien sa place dans la vie humaine et qu'elle se produit pendant que quelqu'un d'autre est en train de manger ou d'ouvrir une fenêtre ou bien de passer avec indifférence. Et tandis que les vieux attendent pieusement, passionnément la naissance miraculeuse, qu'il faut toujours qu'il se trouve des enfants qui ne souhaitaient pas spécialement qu'elle arrive, en train de patiner sur un étang au bord de la forêt. Il n'oubliait jamais que même l'horrible martyr doit suivre son cours. N'importe comment, dans un coin, quelques lions en désordre, où les chiens continuent à mener leur vie de chien, et le cheval du tortionnaire frotte son innocent derrière contre un arbre. Dans l'Icare de Bruegel, par exemple, comme tous ces détours de la catastrophe sans se presser, les laboureurs a pour entendre le floc dans l'eau, le cri de désespoir. Mais pour lui, ce n'est pas un échec important. Le soleil brillait comme il devait sur la blancheur des jambes disparaissant dans l'eau verte. Et les couteaux, les délicats navires qui avaient dû voir quelque chose de stupéfiant, un garçon précipité du ciel, avait quelque part où aller et poursuivait tranquillement sa course. Alors, une fois de plus, nous voyons ici la possibilité pour l'art visuel de représenter beaucoup plus de choses simultanément. Donc, hop. Les jambes disparaissant dans l'eau verte, les laboureurs, les bateaux, le navire, comme on dit. L'ekphrasis d'Auden nous aide à lire le tableau, à mieux comprendre la perception aiguë de la souffrance par ce Old Master et sa place dans la vie humaine. La vie n'est pas une scène d'une pièce de Shakespeare où la souffrance des protagonistes occupe le devant de la scène. Elle ne ressemble pas non plus au récit des Métamorphoses d'Ovide qui a inspiré Bruegel, où l'on imagine le laboureur et le berger regardant méduser ces hommes volants qui ressemblent à des dieux. C'est ça, c'est comme ça hein, l'original de Ovide. Donc, c'est bien différent, le tableau de Bruegel, c'est le contraire de ce qui est écrit par Ovide. Au contraire, la souffrance est omniprésente, mais dans l'ensemble, nous sommes plus préoccupés par nos soucis quotidiens. Pour le laboureur, la récolte est plus importante qu'Icare tombant du ciel. Et les enfants, patinant sur les tongs, et je cite, ne souhaitent pas spécialement la naissance du Christ. Ouais. De plus, le poème nous rappelle que cette naissance est un événement qui conduit à l'horrible martyre du massacre des innocents, ainsi que, évidemment, la crucifixion du Christ. Mais eux ou leurs frères peuvent être tués sur ordre d'Hérode, qui se sont menacés par le petit garçon destiné à être le roi des Juifs. Comme a été dit à Hérode. C'est pour ça qu'ils se sont menacés. Donc, quel est le projet divin pour eux, pour ces enfants? Donc, contrairement à Jésus, un homme, femme ou enfant mortel ne peut assumer le péché et la souffrance de toute l'humanité. Nous sommes plutôt limités par la perspective individuelle des mortels. De plus, comme le poème le laisse entendre, nous avons du mal à comprendre le sens de cette souffrance. Pourquoi l'horrible martyr doit suivre son cours? Auden est donc aux prises avec un autre paradoxe chrétien, le problème primordial du mal, le problème du mal.
Auden, qui a perdu la foi à l'adolescence, est revenu officiellement à l'Église en 1940. Ce poème, qui a été composé en 1938, est souvent considéré comme une preuve de ses réflexions qui précèdent ce retour à l'Église, et où que le poème fait preuve de la lutte pour relever les défis de la foi. En effet, le philosophe théologien Marcel Sarraut, donc c'est intéressant parce que c'est un article écrit par un théologien, philosophe, et pas un universitaire en lettres. Mais il a écrit un article sur le poème. Lui, il pense que le garçon précipité du ciel fait également référence à l'incarnation du Christ sur terre. Ce qui est assez intéressant comme idée. Et dans cette lecture, l'ekphrasis d'Auden devient plus qu'une explication textuelle des peintures, mais aussi une exégèse et réflexion chrétienne. Donc, c'est ça que on peut lire dans ça, pas juste le cynisme, mais une lutte pour essayer de comprendre ce paradoxe chrétien, le problème du mal et les limites de nous, les mortels, pour pouvoir comprendre et empathiser avec la souffrance des autres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris là quand tu disais qu'une des interprétations de Icare chutant, c'est le Christ. Oui, en fait, cette théologien, Oui. pense que un garçon précipité du ciel peut aussi se référer au Jésus. Que, évidemment, c'est Icare, mais qu'il y a une double image là. Ouais. Il y a pas il y a pas très longtemps là, quand je préparais une exposition qui s'intitulait Où atterrir de Bruno Latour. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, mais c'était à la fin, c'est ce tableau qui m'est venu en tête, la chute d'Icare, c'est-à-dire où on voyait bien en fait le laboureur qui est attaché au sol et en fait qui mène une vie ordinaire. Et puis Icare, en fait, ses jambes en Y, là, c'était un peu, peut-être, alors je l'ai complètement ramené à notre monde d'aujourd'hui, ce que Bruno Latour ou plein d'autres après appelaient les hors-sols. Alors je fais un lien avec l'histoire du mal, tout compte fait, c'est-à-dire cette vanité, en fait, de l'humain, et qui date du coup à aller vouloir conquérir le soleil ou Mars. Là, nous sommes sur Mars. Alors, je me demandais, j'avais une sorte de lecture comme ça, des attachés au sol et au contraire, déjà au 16e ou 15e, bien avant, on rêvait déjà en fait de quitter la Terre. Oui, là aussi, je pense qu'il y a un lien très clair entre, par exemple, la parable dans la Bible, la tour de Babel, oui, et la chute d'Icare. Donc, il y a toujours cette idée qu'il faut se méfier de l'orgueil démesuré. Donc, c'est ça qui est souvent fait, mais en même temps, souvent surtout plus récemment, je pense que la chute d'Icare est de plus en plus interprétée comme étant quelque chose de magnifique. Que oui, il a chuté, il a raté finalement, il est mort finalement, mais en essayant quelque chose de magnifique. Et ça, c'est une contre-lecture que je trouve est de plus en plus commune. Il y a une chanson d'une rappeuse poète très connue qui s'appelle Icarus. Donc la chanson s'appelle Icarus et là c'est plutôt cette interprétation. Donc elle dit que c'est
que c'est l'imprudence et la stupidité de la jeunesse, mais aussi qu'il y a quelque chose de magnifique dans cette démarche. Alors que là, évidemment, c'est plutôt que la tristesse, la tragédie n'est pas comme les tragédies mais que tout le monde regarde autour. C'est qu'en fait, les tragédies se passent tout le temps autour de nous, mais on n'est pas consciente ou on le sait, mais il faut aller au travail, il faut penser à cuisiner ce soir, etc. Mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est qu'on regarde les actualités, et on est horrifié pendant quelques minutes et puis il faut reprendre notre travail quotidien. Et c'est triste, mais c'est très humain. Et c'est cette humanité ce regard sur la faiblesse humaine qu'on trouve chez Bruegel et aussi qui a été mise en avant par Auden. Je crois que c'est bon. Okay. Encore merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et merci voilà. surtout à vous d'être resté jusqu'à la fin. Merci.